Le couple, sans lui, le monde que nous connaissons ne serait pas le même. Il a façonné nos imaginaires individuels et collectifs, nos objets culturels, a permis des révolutions, des avancées sans précédent, offert des œuvres d'art inestimables quand il n'a pas causé des désastres. Il a contribué à l'écriture du script de l'histoire de l'humanité, pour le meilleur et pour le pire, oserais-je dire. En effet, sans lui, le livre le plus vendu n'aurait pas été la Bible, puisqu'Adam n'aurait pas sa Ève. Nous ne compterions pas cette merveille du monde si Shah Jahan n'avait pas fait construire le Taj Mahal pour sa défunte épouse Mumtaz Mahal. Le duo historico-iconique de la psychanalyse, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, ne se seraient probablement pas rencontrés si ce dernier n'avait pas fréquenté Sabina Spielrein. Le prix Nobel de physique, concernant la découverte de la radioactivité naturelle, n'aurait pas été décerné à Pierre et Marie Curie en 1903. Les crimes du gang Barrow n'auraient pas une coloration érotique si Bonnie Parker n'était qu'une simple complice de Clyde. Il n'y aurait pas d'hymne à l'amour si la passion d'Édith Piaf et de Marcel Cerdan n'avait pas vu le jour. La première femme graciée, qui plus est par 2 fois, sous la Ve République, n'aurait pas été Jacqueline Sauvage. Et, si le couple n'existait pas, vous, auditeurs, vous seriez occupé à toute autre chose en ce moment même qu'à écouter cet audio. Le terme préliminaire, évocateur eu égard de l'environnement charnel d'un couple, est entendu ici comme ce qui précède à l'élaboration de la recherche. En ce sens, j'entends dans cette partie définir l'ensemble des termes fondamentaux qui parcourent mon écrit. Je m'appuierai ainsi sur les termes titrant ma thèse, les destins de l'exclusivité dans le couple contemporain. La première notion que nous explorerons sera celle de couple. Le couple, un instrument, est le résultat d'une liaison. La définition que je m'apprête à exposer sera relativement simpliste, puisque nous nous attarderons concrètement à l'étayer dans le chapitre 3. Pour l'heure, disons simplement qu'étymologiquement, couple vient du latin classique copula, lien, chaîne, groupe de 2 personnes liées par l'amitié, l'amour. À ce stade, nous considérerons que le concept de lien nous semble être l'élément essentiel pour définir et penser ce terme. Là est sa principale caractéristique, le couple se présente, d'après moi, comme un instrument de liaison, mais aussi comme le résultat de la liaison. La notion de lien. À toute fin utile, je propose de brièvement définir cette notion de lien afin que nous ayons une représentation relativement commune quant à ce que j'entendrai par lien durant cette recherche. En effet, étant donné que nous considérons qu'il s'agit de l'instrument et du résultat de ce pour et par quoi les sujets établissent cette relation, il est fondamental d'appréhender ces caractéristiques. Je propose, à cet effet, de m'appuyer sur les considérations d'Alberto Heger puis de Janine Puget. Selon Alberto Heger, ce concept de lien réunit 3 psychismes, celui du sujet, celui de l'autre et celui de la relation entre eux, sans privilégier aucun de ces 3 termes. Le lien est la relation de réciprocité entre 2 sujets, ou plusieurs, dont les fonctionnements psychiques sont articulés et s'influencent mutuellement. Pensée, affect et acte interagissent. Pour les 2 sujets, le lien est constitué comme une instance ou une entité qui est inconsciemment vécue comme un tiers. Le lien est l'un plus l'autre et aussi ni l'un ni l'autre. Fermez les guillemets. Cette conception éclairante peut être complétée par la psychiste du lien, Janine Puget, qui propose de clarifier ce qui la détermine. D'après elle, c'est la différence, plus exactement la différence radicale, qui constitue un lien, doit donner lieu, dans chacun des contextes dans lesquels se rencontrent ceux qui font partie de la relation, à un travail qui ressort du fait d'habiter un lien. Travail qui consiste à faire quelque chose entre deux, le faire avec, qui consiste à trouver les ressources pour habiter le lien. Ce qui est séduisant avec cette proposition demeure qu'elle ne suppose pas que le lien est un espace intersubjectif impliquant nécessairement du complémentaire, du semblable, du plein. Il est traversé par des plis où le vide peut advenir, où le manque si ce n'est la dissemblance a toute sa place. Le lien, comme le précise également Alberto Heger, est fait d'un peu de chacun, tout en n'étant pas exactement un syncrétisme de l'un plus l'autre. Aussi, la proposition de Janine Puget insiste sur un fait fondamental. Le lien pour advenir et perdurer nécessite que les membres l'habitent. Le lien ne se suffit pas à lui-même, il impose au protagoniste d'être proactif à son endroit. Plus encore, le lien se nourrit de l'implication commune des membres qui le constituent, quand bien même l'investissement à son endroit ne serait pas d'égale intensité. C'est ce degré d'investissement qui déterminera la nature et la consistance de la dynamique dans la relation. Le chapitre 9, sur la tiercéisation comme origine de la constitution du couple, permettra une définition plus substantielle et concrète du concept de lien. Nous ferons à cette occasion appel à Bion, ce théoricien précurseur de l'approche psychanalytique du lien. De même, ce chapitre proposera une exploration plus conséquente de son intrication à la notion qui nous accompagnera tout au long de ces pages, celle de coupalité. La coupalité, le sujet et l'objet, vers un langage commun. Le néologisme coupalité reprend le préfixe du terme couple, supposant au minimum 2 personnes,
liées étroitement l'une à l'autre sous l'égide de 3 dimensions. L'utilitarisme, l'affectivité et ou de la sexualité, nous l'explorerons au chapitre 3. Le suffixe alité fait référence à la groupalité. Je considérerais dans cette recherche que le couple est à penser et à écouter comme un groupe. Un groupe particulier, certes, mais un ensemble plurisubjectif à 2 psychés, d'où cette appellation. Nous le justifierons plus amplement, chapitre 2. Je précise que cette proposition de néologisme m'est apparue lors de mon master de recherche 2019-2020 que j'ai réalisé sous la direction du professeur Jean-Pierre Pinel. Dans un double mouvement, celui d'un hommage à ce pédagogue de la transmission inspirant et dans celui d'une loyauté intellectuelle, j'insiste ici sur le fait qu'il a contribué à la création de cette dénomination. Je le remercie à cet égard, d'une part, de m'avoir accompagné dans mon élaboration vis-à-vis de la place que tient la groupalité dans la dynamique du couple. D'autre part, de m'avoir permis d'affiner la formule lors de ma soutenance de master de recherche. Préalablement, j'imaginais utiliser celle de couplalité. Or, nous avons découvert qu'André Ruffiot, qu'il a rencontré à l'université Mendes France, utilisait déjà cette appellation. Ce dernier parle, entre autres, d'espace couplal, soit un espace psychique partagé par les sujets du couple, et d'illusion couplale, en référence à l'illusion groupale conceptualisée par Didier Anzieux. À bien y regarder, je partage une sensibilité épistémologique commune avec André Ruffiot dans ma façon d'appréhender la dynamique, l'économie et la topique du couple. Nous saisirons en quoi dans le chapitre 2. Il n'en reste pas moins que le terme coupalité que je propose est plus global que celui de couplal, ce second insistant sur les processus psychiques à l'œuvre dans la dynamique du lien. Là où j'insiste sur le fait que le couple est à écouter comme un groupe, à deux, d'où l'association des termes couple et groupalité. Je saisis aussi cette occasion pour préciser que lors de cette recherche, je parlerai de sujet et non d'individu, car comme le souligne René Caes, l'individu est un élément insécable, anonyme et interchangeable du collectif, une partie du tout, un représentant de l'espèce, il est n'importe qui. Le concept d'individu n'est pas un concept psychanalytique. Le concept de sujet introduit une autre dimension, celle de l'inconscient et ses effets d'assujettissement et de subjectivité. Fermez les guillemets. La notion de couple étant succinctement brossée, celle de coupalité exposée, il nous reste 2 éléments à présenter au regard de notre titre, celui de l'exclusivité et celui de société contemporaine. Pour ce faire, demandons-nous que recouvre la formule d'exclusivité lorsqu'elle est intriquée à celle de coupalité et qu'entendons-nous par société contemporaine. L'exclusivité coupale. Nous explorerons tout au long de cette recherche ce que recouvre la notion d'exclusivité, c'est pourquoi nous serons ici sommaires à son sujet. Nous nous limiterons à la définir lexicographiquement avant de brièvement présenter ce qu'elle implique lorsqu'elle est associée à la coupalité. L'exclusivité peut être définie comme le caractère d'un sentiment ou d'un goût exclusif, consacré uniquement à une chose. Le terme exclusif précise cette considération, puisque lexicographiquement, on y entend qui s'attache à un seul objet, qui concerne un seul être ou une seule chose, à l'exclusion des autres. Dans un cas comme dans l'autre, il y apparaît la notion d'exclusion. Par voie de conséquence, bat en brèche l'idée d'une fermeture envers l'extérieur. L'exclusivité coupale supposera dans cette thèse la fermeture de la relation à un tiers avec lequel nous nouons un lien amoureux et ou sexuel. A l'inverse, la non-exclusivité implique la possibilité qu'une extériorité vienne habiter l'espace du couple, amoureusement ou et sexuellement. Bien que relativement triviale, cette proposition de conception pose les bases que notre argumentation future tentera de compléter plus généreusement. Pour l'heure, poursuivons notre description des éléments de notre thématique en nous concentrant sur la formule « société contemporaine ». La société contemporaine. J'entendrai par contemporaine une société inscrite dans un mouvement anthropologique régi par un cadre culturel hypermoderne. Celui-ci succède à la postmodernité, caractérisée par l'effritement de l'autorité, des grands récits, Jean-François Lyotard, et des illusions portées par la modernité. En d'autres mots, la postmodernité, c'est le paradoxe de l'illusion de la fin des illusions, Caes. La période hypermoderne, elle, débuterait à l'effondrement du mur de Berlin. Ses conséquences géopolitiques en est un des événements inauguraux. L'attaque des tours du World Trade Center de New York le 11 septembre 2001 en est une seconde date, avec toutes les conséquences planétaires qui en ont résulté. Selon Caes, ce qui qualifie l'hypermodernité tient dans le préfixe « hyper », dans l'excès, dans l'excitation, le surdimensionnement de toute chose, de tout émoi, de toute expression, de tout acte. L'hypermodernité est une période paradoxale, c'est son essence. En raison de ses caractères, se construit sur des bases hétérogènes, ambiguës, à la fois contradictoires et convergentes. Il est difficile d'affirmer un de ces caractères sans évoquer son antagoniste. C'est la période du tout
où tout est son contraire. Bien que je ne souhaite pas politiser cette recherche, notons que le citoyen français y trouvera une illustration exemplaire s'il songe à cette expression devenue familière pour lui, celle du fameux « en même temps ». Aussi, plus généralement, par société contemporaine, nous aurons tendance à entendre celle de notre présent. Nous souscrirons à la considération de Georges Devreux en ce qui concerne ce terme de présent. Le présent n'est effectivement qu'une soudure entre le passé et l'avenir, et non la seule chose qui existe réellement. Autrement dit, par société contemporaine, nous entendons un instant culturel actuel pouvant temporellement s'inscrire entre ce qui fut et ce qui adviendra. Notre recherche ne se veut ni passéiste, c'est-à-dire qu'elle ne cédera pas à une forme de nostalgie, ni mensongère, elle ne prétendra pas prédire l'advenu des événements. Les grands items qui orchestreront l'ensemble de notre réflexion ayant été présentés dans ce préliminaire, il est temps maintenant d'introduire cette recherche en présentant son contexte général et particulier, sa problématique et le plan de notre écrit. Introduction. Dans cette introduction, je vais explorer succinctement le contenu des différentes parties que je déplierai dans l'ensemble de cette recherche. Ensuite, dans un souci de préparer l'auditeur aux éléments qu'il découvrira dans cet écrit, je présenterai ce que sera cette recherche, mais également ce qu'elle ne sera pas. Le contenu de cette recherche. Cette recherche pose l'hypothèse que la non-exclusivité, dans le champ du couple, relève d'une paradoxalité dans le lien entre un sujet et ses partenaires. Paradoxalité procédant d'enjeux éminemment identitaires et narcissiques. Ce postulat s'organise autour de la problématique suivante, le fait que le sujet noue une pluralité de liens auprès de divers objets est-il à entendre, paradoxalement, comme la manifestation d'un raté de la rencontre de l'essentiel de l'autre, résultant de souffrances identitaires narcissiques. Pour argumenter mon développement, j'ai recouru à une démarche de recherche hypothético-inductive s'étayant sur 3 méthodes. L'observation participante, des entretiens non directifs de recherche et mes expériences professionnelles de psychologue clinicien, superviseur et thérapeute de couple. Ainsi, en appui sur des cas et des vignettes cliniques, seront explorées 6 parties. Même si nous le développerons concrètement dans le chapitre 1, précisons que nous interrogeons cela via les terrains cliniques suivants. Premièrement, un groupe de parole polyamoureux déjà constitué avant mon arrivée, où j'étais observateur participant dans le cadre d'une enquête ethnographique. Notons que le polyamour est à entendre comme un modèle relationnel offrant la possibilité pour un sujet d'entretenir des relations affectives ou et sexuelles simultanément avec plusieurs partenaires. Cette non-exclusivité implique que chaque protagoniste de la constellation sentimentale ou sexuelle du sujet est informé de l'existence des uns et des autres, l'accepte, même s'ils ne fréquentent pas l'ensemble. Nous définirons plus substantiellement cela dans la sous-partie 4.2. Deuxièmement, des entretiens non directifs de recherche menés avec des sujets volontaires, entretiens individuels et de couple. Troisièmement, mon expérience professionnelle de psychologue clinicien en libéral et de thérapeute de couple auprès d'adolescents et d'adultes en couple exclusif ou non. Quatrièmement, mon expérience de superviseur des pratiques auprès de différents travailleurs et travailleuses du champ du couple et de la famille, tels que les conseillers conjugaux et familiaux, médiateurs familiaux et thérapeutes de couple. Pour entrer davantage dans le détail des parties qui rythmeront cette thèse, précisons ce que recouvre chacune d'elles. La première sera méthodologique et théorique. Je m'attellerai à proposer une rétrospective de mon rapport à la recherche, la manière dont j'ai élaboré ma problématique et les hypothèses qui s'y adjoignent, mes choix méthodologiques, que je critiquerai à l'occasion, tout en ajoutant des réflexions autour de l'éthique de la recherche. Cette partie sera complétée par un recueil des auteurs et concepts clés de l'approche psychanalytique du couple qui habiteront notre écrit, puis nous explorerons si le couple est à considérer ou non comme un groupe à deux. La deuxième partie proposera une définition contemporaine du couple afin de dresser, ensuite, une typologie de ce dernier dans son rapport à l'exclusivité. Nous classifierons ainsi différentes configurations coupales dans leur rapport à l'externalisation relationnelle. Le couple traditionnel, libre, libertin, polyamoureux et la relation apatride. Chacune sera décrite dans le détail. Cela nous sera nécessaire pour les faire discuter dans nos élaborations futures. Cela concourra à délimiter ce que chacune d'elles produit comme conflit narcissique dans la dynamique du lien. La troisième partie détaillera l'influence des mutations traversant notre cadre socio-culturel hypermoderne sur l'essor des relations non exclusives. Sera soutenu que l'autoreprésentation narcissique organise davantage qu'autrefois le lien du couple, si bien que la rencontre de l'altérité radicale, Puget, d'autrui s'en retrouve entravée. La quatrième partie, dans le prolongement des précédentes, s'attachera à présenter les enjeux narcissiques traversant la dynamique du lien chez les couples non exclusifs. En ce sens, une approche psychopathologique sera centrale pour argumenter si la non-exclusivité transgressive, telle qu'un adultère, repose principalement sur le besoin de gratifier le sentiment narcissique du sujet. De même, via l'exemple d'une organisation de la non-exclusivité qu'est Glidden,
nous démontrerons que cette dernière tend à s'insinuer dans l'espace social via la transgression d'un des piliers séculaires des institués du couple, la fidélité. La cinquième partie, elle, sera un contre-pied de la précédente, puisqu'elle s'attachera à présenter les caractéristiques de la non-exclusivité que nous qualifions d'éthique, telles que le polyamour. En ce sens où elle repose sur une forme de transparence et ne dissimule à aucun de ses partenaires l'existence des autres. Nous déterminerons, d'un point de vue psychopathologique, s'il s'agit d'un choix de configuration de couple procédant, moins d'une volonté d'engager une relation non exclusive que d'une conséquence de souffrances identitaires narcissiques, trouvant elles-mêmes leurs origines dans des événements traumatiques symbolisés. La sixième partie, enfin, à partir des considérations antérieures, s'emploiera à proposer un phasage, c'est-à-dire une présentation détaillée des périodes clés par lesquelles un couple exclusif et non exclusif contemporain passe, ou non. Pour ce faire, nous enrichirons les phases proposées par Jean-Georges Lemaire en 1979. Cette dernière partie permettra, en somme, de synthétiser l'ensemble des considérations dégagées antérieurement en les structurant autour de périodes circonscrites aux caractéristiques spécifiques. Nous y reviendrons, mais soulignons qu'épistémologiquement, cette recherche soutiendra une approche complémentariste, d'œuvreux, et transdisciplinaire, SICON, où l'anthropologie, la sociologie, la philosophie et la psychanalyse interagiront. Il n'en reste pas moins que cette dernière sera l'épistémologie privilégiée, en particulier lorsqu'elle s'intéresse au sujet, au couple, au multisubjectif et à l'institutionnel. En ce sens où cette thèse s'inscrit généreusement dans le champ d'une psychanalyse en extension, KS. Afin d'être honnête avec le lecteur sur le contenu de notre écrit, je partagerai ici ce que sera et ne sera pas cette thèse. Ce que la thèse sera. Premièrement, un effort de modélisation. Notre écrit s'inscrit dans une perspective de modélisation relative à l'exclusivité coupale, à plusieurs niveaux, à partir de la clinique, pour la clinique. La modélisation implique que le chercheur part d'un certain nombre de cas singuliers pour dégager les points communs et de recouvrement de tel ou tel processus, pour ériger un ensemble, ou modèle, relativement cohérent et congruent envers l'objet traité. Précisément, je compte ici modéliser les états de l'exclusivité dans le couple contemporain, modèle de couple, phasage de couple, etc., à partir des données de terrain que j'ai recueillies. Le chapitre 1 présentera mes méthodes d'investigation. Mon souhait en recourant à la modélisation est d'apporter de nouvelles grilles de lecture aux praticiens œuvrant dans la clinique de l'exclusivité coupale. Cela permettra, je l'espère, de mieux appréhender les enjeux dans lesquels les sujets du couple sont pris et partie prenant dans telle ou telle circonstance, en fonction du rapport qu'ils entretiennent à l'exclusivité. Deuxièmement, une exploration des manières d'éprouver l'exclusivité coupale. Amour, ce mot de genre masculin, devenant féminin à la forme plurielle, est souvent mal compris lorsqu'il se vit à plusieurs. Cette thèse a pour ambition de rendre les relations dites ouvertes, terme commun chez les polyamoureux, plus compréhensibles. Pour ce faire, nous recourons à l'épistémologie psychanalytique en explorant ce que cela engage dans la dynamique du lien coupal, en quoi cela impacte l'économie psychique des sujets du couple, le rapport objectal qu'un sujet non exclusif entretient vers ses multiples partenaires, et la façon dont les institutions liées au champ du couple conjuguent avec les mutations contemporaines. D'un point de vue plus anthropologique, nous essaierons de déterminer si ces relations externalisées relèvent d'une forme de revendication narcissique identitaire, à l'ère des mouvements qualifiés de woke, Brustein, dont se revendique la communauté polyamoureuse, nous le verrons. Pour ce faire, je proposerai que, plutôt que de se laisser penser par ces questions identitaires narcissiques bruyantes dans l'espace social, nous les approchions là où elles se situent dans le socius. Précisons ici la nuance entre espace social et socius. Le premier sera considéré comme un processus d'affiliation, lequel est dans un lien de subordination au second. Le socius, lui, préexiste à l'individu et rend compte de ses liens d'appartenance. Pétri par les fils du culturel, politique, familial et social, le socius sert de scène à l'histoire intersubjective et interpsychique de l'individu. Nous n'occulterons donc pas que les mouvements identitaires valorisant la non-exclusivité coupale s'inscrivent dans une trame symbolique partagée, quand bien même ils s'y refuseraient. En l'occurrence, j'inviterai le lecteur à appréhender la complexité de ces événements minoritaires dans l'espace de la coupalité, en me concentrant sur la communauté polyamoureuse, certes, mais pas seulement. Car la naissance du polyamour procède des bouleversements coupaux antérieurs, le chapitre 5 le démontrera. Troisièmement, psychanalyse et interdisciplinarité. La psychanalyse ainsi que l'anthropologie seront les champs épistémologiques les plus visibles durant cette recherche. Pour autant, la sociologie, la philosophie, le droit, l'histoire, la sexologie, la linguistique, tout comme la médecine, seront des disciplines que nous croiserons fréquemment au fil des parties à venir. En ce sens,
Cette thèse s'inscrit dans une approche volontairement complémentariste, de Vreux, soit la mise en coordination de méthodes et théories différentes et transdisciplinaires, SICON, supposant que le travail psychanalytique se situe principalement dans un espace frontière mêlant les aspects sensoriels, corporels, social ou politiques de la réalité psychique. Cela implique une lecture des événements et une analyse en découlant, reposant sur ce qu'Edgar Morin a théorisé en termes de pensée complexe, c'est-à-dire une tentative entrelaçant unité de la science et théorie de la très haute complexité humaine. J'ajouterai que cet écrit tente de mettre en discussion certains auteurs, parfois d'obédience et ou d'époques différentes. Cela m'oblige à fournir une bibliographie relativement conséquente. L'objectif de cette recherche n'est pas d'offrir au lecteur un argumentaire se voulant résolument érudit, c'est-à-dire une thèse à visée uniquement didactique, dont l'intérêt serait de me gargariser d'articuler tel concept à tel autre. L'enjeu pour moi est plutôt de parvenir à faire discuter des approches, notions et théories, ainsi que les figures qui les incarnent, entre elles, quitte à ce que, lorsqu'elles ne s'écoïsent pas, il y ait des frottements, de la conflictualité, voire des impasses, dès lors que nous embrasserons telle ou telle problématique de travail. Il me semble que c'est la perspective méthodologique la plus appropriée pour aller au bout d'une démonstration doctorale. Il faut s'approcher au plus près des apories auxquelles notre sujet de recherche nous confronte. Par nous, j'entends notre personne et notre cadre épistémologique de référence, mais aussi la communauté scientifique et plus prosaïquement le couple que vous et moi formons, un lecteur et un écrivain. Dernier point, le partage d'une première expérience de recherche doctorale. Au fil des hypothèses de travail que nous explorerons, je m'efforcerai de partager la manière dont je me suis emparée de mon objet de recherche. J'essaierai d'être le plus précis possible sur ma méthodologie, la dimension éthique, sur mes choix théoriques et sur les mouvements transféraux contre-transférentiels qui m'ont accompagné. L'intérêt pour moi est de donner à voir, en deçà du fond propre à mon élaboration, les chemins qui m'y ont conduit. En cela, je tenterai de présenter mon positionnement de sujet-chercheur en herbe. Ce que cette thèse ne sera pas. Premièrement, notre recherche sera peu documentée en termes de neurobiologie, de neuropsychologie ou autres théories cognitivistes comportementales. Cela est justifiable d'après 4 facteurs concomitants. Nous n'avons pas une formation suffisamment qualitative en la matière, notre matériel clinique est relativement peu conjugable avec ces spécialités, notre approche épistémologique s'ancre davantage dans le champ d'une psychanalyse en extension. Nous assumerons tout au long de cette recherche un positionnement théorique que nous empruntons à Foulkes, selon lequel l'évolution de l'humain, notamment en ce qui concerne ses modalités de liaison intersubjective, trouve son origine dans l'héritage culturel et non plus biologique. Deuxièmement, comme nous le verrons, le polyamour entretient des liens étroits avec des mouvements LGBTQIA+. Cependant, cette recherche n'a vocation ni à interroger ses contours, ni d'analyser les subtilités de ce mouvement. Troisièmement, ma recherche a pour centration l'exclusivité, comme son inverse, et est relativement contrainte par un nombre de pages. Cela m'oblige donc à faire quelques sacrifices quant aux données que je mets en discussion. De fait, je ne confronterai pas outre mesure la manière dont l'exclusivité est appréhendée en fonction de l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle des sujets qui l'habitent. Autrement, mon objet de recherche ne serait plus centré sur la dynamique du lien au sein des couples contemporains. Ce qui sera au cœur de notre argumentaire restera le couple comme entité, le chapitre 2 l'argumentera. Autrement dit, je n'interrogerai pas comment un couple homo, bi, hétérosexuel vit l'externalisation ou non de sa relation, ni si le fait d'être une femme, un homme, gender fluide ou transsexuel par exemple, influence le rapport que le sujet entretient à l'exclusivité coupale. De surcroît, la notion d'identité tiendra une certaine place dans cette recherche, c'est pourquoi je propose d'ores et déjà de livrer ce qu'elle recouvrira pour nous. Pour ce faire, j'emprunterai la définition proposée par Jean-Yves Chagnon. L'identité, le sentiment d'identité, désigne 3 composantes intriquées. Un sentiment de continuité d'être, objet d'une prise de conscience réflexive, un sentiment d'unité impliquant la capacité à intégrer des expériences diverses sinon éclatées, un sentiment d'estime de soi, d'investissement narcissique positif. L'identité se construit dans un aller-retour entre soi et les autres, emprunt et prêt aux autres. Quatrièmement, nous nous concentrerons dans cet écrit sur le lien du couple dans son rapport à l'exclusivité. Ce lien coupable est ce qui fonde la famille, mais, à notre avis, inclure la parentalité et donc la conception de l'enfant nous éloignerait de notre centration. Nous risquerions d'ouvrir notre recherche sur le passage du lien du couple à la naissance, du lien familial, c'est du moins notre positionnement méthodologique. Il nous faut également être honnête quant à ce choix d'écarter la parentalité de l'équation coupable dans cette recherche. Elle procède d'un impensé plus que d'un impensé au sens de René Caès, c'est-à-dire que des événements pénibles de mon existence m'ont conduit à entretenir une certaine résistance, voire réveille certaines souffrances à penser la vie de l'enfant au sein du couple.
Ainsi, ma thèse est écrite, méthodologiquement, dans la prise en compte de l'absence du petit dans la dynamique du couple, dans son rapport à l'exclusivité. Mais elle prend en compte que cela relève en partie d'une volonté personnelle de préserver à minima mon économie psychique, et peut-être aussi celle de certains de mes lecteurs, car, précisément, l'arrivée d'un enfant est un bouleversement de l'exclusivité, de la dynamique de chaque sujet du couple et du couple lui-même. Tout cela étant dit, je vous laisse désormais avec Kevin Toupin pour le chapitre 1.